Je les ai tués ce Noël-là. Non pas avec un couteau ou un poison subtil, mais avec le silence d'un manoir verrouillé qui hurlait leurs péchés oubliés. Ma mère, cette vipère aux lèvres peintes en rouge sang, a supplié le serrurier de forcer la porte, ignorant que chaque cliquetis était un clou dans le cercueil de leur hypocrisie. Et mon père, ce fantôme bedonnant aux mains tachées d'encre et de dettes, a regardé le vide où je me tenais jadis, se demandant comment sa fille, l'agneau sacrifié, était devenu le loup qui les dévorait vifs. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'a vu naître en 1992, dans un appartement exigu du Marais, où l'odeur de croissants brûlés se mêlait aux cris de mes parents en pleine dispute conjugale. Ils étaient beaux. À l'époque, maman, Élise, une actrice ratée au rêve d'Olympia, et papa, Henri, un éditeur de romans noirs qui préférait les intrigues fictives aux siennes. Moi, je m'appelais Camille, la petite ombre entre eux, celle qui l'habillait de robe blanche pour les photos de famille, mais qui laissait seule quand les applaudissements ou les avances venaient frapper à la porte. Chaque Noël, c'était le même rituel macabre. À 5 ans, il m'avait oublié dans un café bondé près de la Seine, parti pour une soirée improvisée avec des amis snobs du quartier. J'avais attendu, serrant mon gant de laine rouge, jusqu'à ce qu'un policier me ramène, les yeux rougis par le froid et la peur. Une erreur d'étourderie, avait ri maman en m'embrassant du bout des lèvres, tandis que papa signait les papiers sans un mot. À 10 ans, c'était un train pour la Normandie, où il m'avait descendu à la gare de Mantes-la-Jolie au lieu de Rouen. Pretendant un oubli de billet. J'avais erré dans la neige, mendiant un appel téléphonique chez un boulanger compatissant, et ils étaient venus me chercher à minuit, avec des excuses enveloppées dans du papier cadeau froissé. Mais ce n'était pas de l'étourderie. C'était un calcul froid, une façon de se débarrasser de moi pour leurs escapades adultères, leurs dîners arrosés de champagne volé à des cocktails mondains. À 15 ans, j'ai surpris maman dans les bras d'un producteur aux Galeries Lafayette, son rire perçant comme une lame. Papa, lui, collectionnait les maîtresses comme des éditions rares, les entreposant dans des hôtels discrets de Montmartre. Moi, j'étais le alibi, la petite fille sage qu'ils exhibaient pour masquer la pourriture. Et Noël, cette fête hypocrite de lumière et de mensonges, était leur saison préférée pour m'enterrer vivante. J'ai grandi avec ça, ce poison lent qui rongeait mes veines. À l'université, Sorbonne. j'étudiais la littérature française, dévorant Baudelaire et Hugo pour exorciser les démons familiaux. Mais les nuits solitaires dans ma chambre de Goodman, je rêvais de vengeance, pas une explosion théâtrale, mais un lent empoisonnement, un écho de leur négligence qui les entrait jusqu'à la folie. À 25 ans, j'ai hérité d'un oncle lointain, un collectionneur d'art mort sans enfant, me laissant une fortune modeste, assez pour un appartement, pas pour un empire. Mais j'ai investi, travaillé comme ghostwriter pour des auteurs paresseux, grimpant les échelons invisibles de l'édition. Papa, ironie du sort, m'avait formé sans le savoir. C'était en 2020, au cœur du premier confinement, que le secret a éclaté comme une bulle de savon empoisonné. J'avais 28 ans, et Noël approchait, ce rituel que j'évitais désormais en prétextant des deadlines. Mais cette année-là, maman m'avait appelé. Voix larmoyante, viens. Maquerie. On t'a oublié trop longtemps. J'y étais allé. Dans leur appartement rénové du 7e arrondissement, avec vue sur la tour Eiffel scintillante. Le sapin était dressé, Orné de boules en cristal taillé. et sous les branches, un cadeau pour moi, une boîte vide, enveloppée de rubans noirs. On dinate. Foie gras et Bordeaux millésimés. Quand papa a laissé échapper la vérité, saoulé par le vin. Camille. Tu n'es pas vraiment à nous. Tu sais. Maman avait pâli.
Mais il continuait. Les mots coulant comme du pu. J'étais la fille d'une liaison de maman avec un amant richissime. Un banquier suisse mort dans un accident de voiture quand j'avais 2 ans. Il m'avait gardé pour l'héritage, un fonds fiduciaire minuscule. Déjà dilapidé dans leurs dettes de jeu et de luxure. Mais le vrai coup, à 18 ans. Quand j'avais été accusé de vol dans une librairie, un faux. Monté par une rivale jalouse. C'est eux qui m'avaient laissé pourrir en garde à vue 3 jours. Refusant de payer la caution. On t'a sauvé en prenant l'argent de l'héritage. Avait menti papa. Non, il m'avait vendu au silence. Gavant l'accusation avec mes économies pour que je porte le blâme. Pendant qu'il fuyait à Cannes. Le choc m'avait figé. Fourchette en l'air. Le foie gras amer sur la langue. 反bội. C'était une trahison viscérale. Un fil rouge cousu dans ma chair. J'avais gâché ma jeunesse à payer pour leurs péchés. Portant le poids d'un crime que je n'avais pas commis. Pendant qu'ils dansaient sur les cendres de ma réputation. J'ai quitté la table sans un mot. La neige tombant en flocons rageurs dehors. Et juré sur la Seine gelée, cette année. Ou la prochaine. Je les enterrerai. Les années suivantes. J'ai ourdi mon plan dans l'ombre. Comme un roman de Dumas revisité en cauchemar personnel. J'ai gravi les marches glissantes de la finance underground. Écrivant des scripts pour des films noirs qui me rapportaient des royalties grasses. À 30 ans. J'avais un compte en banque gonflé. Et un contact, un notaire véreux de Lyon qui m'a fait découvrir un manoir en ruine dans la Loire. Un château gothique du XVIIe siècle. Abandonné depuis la guerre. Parfait pour une recluse. Avait-il ri? Je l'ai acheté cash. 800 000 €. Et l'ai transformé en forteresse, caméra cachée. Sarah's Biometrics. Et une crypte secrète sous la cave. Où j'ai stocké les dossiers, photos volées de leurs amants. Relevés bancaires falsifiés pour leur fraude fiscale. Et la preuve ultime, un enregistrement audio de leur confession. Capturer ce Noël fatidique via un micro dissimulé dans le cadeau vide. Le manoir s'appelait les Ombres perdues. Perché sur une colline brumeuse près de Tours. Entouré de vignobles nus en hiver. J'y ai emménagé en novembre 2025. Meublant les salons de velours rouge et de miroirs fêlés qui renvoyaient des reflets déformés de mon visage, plus pâle. Plus acéré. Avec des yeux comme des lames. J'ai envoyé une carte postale anodine, Joyeux Noël. Venez me voir. Adresse jointe. Pas de numéro de téléphone. Pas d'invitation formelle. Juste l'appât. Ils ont mordu. Bien sûr. Le 24 décembre. À 18 h. Leur voiture, une Peugeot cabossée. Signe de leur revers financier, s'est garée devant les grilles rouillées. Mammon. Engoncé dans un manteau de fausse fourrure. A sonné à l'interphone. Sa voix stridente amplifiée par le vent. Camille, c'est nous. Ouvre. Maquerie. Il neige. Papa. Derrière. Marmonnait sur le chauffage défaillant. J'ai observé via les écrans. Un sourire froid aux lèvres. Un verre de cognac à la main. La porte est ouverte. Ai-je menti via haut-parleur? Ils ont poussé les grilles. Qui se sont refermées avec un claquement sinistre, verrouillage automatique. À l'intérieur. Le hall d'entrée était un piège tendu, lumière tamisée. Kemeny crepitant. Et sur la table. Un dîner froid, d'Inde rôtie. Mais assaisonné d'un laxatif subtil pour les faire parler. Ils ont appelé. Voix écho dans les couloirs vides. Camille, où es-tu? J'étais là. Invisible. Dans une alcôve secrète. Écoutant leur panique monter. Maman a fouillé les tiroirs. Trouvant des lettres anonymes, vous m'avez vendu pour 5 000 € en 2010. Voici le reçu. Papa Blamey. Reconnaissant sa signature falsifiée. La nuit a tourné au vinaigre. Vers minuit. Ivre de peur et de vin empoisonné, juste assez pour la diarrhée. Pas la mort. Ils ont tenté de partir. Mais les portes étaient scellées.
Les fenêtres blindées. C'est une blague. Ein Arinervausment Maman. Cognant au bois massif. Papa a appelé la police. Mais le signal était brouillé, mon cadeau high-tech. À 2 heures. Desespears. Ils ont contacté un serrurier d'urgence à Tours. Venez vite. On est enfermé dans un manoir hanté par notre fille. Le serrurier est arrivé à l'aube. Un colosse bourru nommé Raoul. Avec sa caisse d'outils et son thermos de café. Il a forcé la serrure principale. Le métal gémissant comme un damné. Tandis que maman hurlait des promesses creuses. Camille. Pardonne-nous. On t'aime. Papa. Prostré. Murmurait des prières catholiques oubliées. J'ai émergé alors. Silhouette noire dans l'escalier en spirale. Robe de velours pourpre flottant comme une cape de bourreau. Bienvenue chez moi. Ai-je dit. Voix calme comme la Loire en crue. Ils se sont jetés à mes pieds. Larmes et morve. Implorant le pardon. Mais j'ai sorti les dossiers. Les preuves étalées sur le marbre froid, leurs adultères documentés. Les fraudes. Et le pire, j'avais payé un détective pour découvrir que l'accusation de vol n'était pas un hasard. C'était eux. Payant la rivale pour me salir. Afin de me garder sous leur coupe. M'empêchant de réclamer l'héritage complet du banquier suisse. Qui incluait des millions gelés. Le serrurier. Payé grassement pour son silence. A refermé la porte derrière lui. Nous laissant seuls. Maman a ramp. Jurant sur la Bible familiale. C'était pour ton bien. Mapuche. Tu étais si fragile. Papa a tenté la négociation. On partage tout. Maintenant. La moitié du manoir. Jairi. Un son rauque qui a fait trembler les lustres. Non. Vous avez pris ma vie. Maintenant. Je prends la vôtre. C'est là que le chaos trao a éclaté. Ce moment où le lecteur, vous devriez hésiter. Choisir un camp. J'ai verrouillé les sous-sols. Les forçant à descendre dans la crypte. Où j'avais installé un projecteur diffusant leurs confessions en boucle. Regardez-vous. Ai-je sifflé? Les monstres que vous êtes. Maman a craqué la première. Avouant un secret plus sombre, le banquier n'était pas mort accidentellement. Papa l'avait poussé du balcon d'un chalet alpin. Pour l'argent. Et elle avait couvert. Me gardant comme bouclier humain. J'étais leur alibi vivant. Celle qui témoignerait innocemment de leur innocence. La rage m'a submergé. Un torrent noir. J'ai sorti le gaz soporifique, discret, issu d'un labo clandestin de Marseille, et les ai endormis. Attachés à des chaises gothiques. Quand ils se sont réveillés, le manoir était en feu, pas un brasier total. Mais des flammes contrôlées dans les cheminées. Bloquant les sorties. La fumée âcre portant des messages subliminaux via des haut-parleurs cachés, vous m'avez brûlé vive chaque Noël. Sentez la chaleur. Ils ont supplié. Alternant entre regrets et accusations. Maman, tu es comme nous. Une menteuse. Papa, laisse-nous partir. Et on te donne tout. J'ai hésité, oh. Oui. Ce décision Gaitran qu'est, les laisser vivre. Briser mes libres. Ou les consumeurs dans leur propre enfer. Les pompiers sont arrivés. Alerts Anonymous. Mais trop tard pour sauver leur fierté. Le manoir a tenu. Isolé par ses murs épais. Et eux, noircis par la suie, ont été traînés dehors. Toussant des aveux. Mais le twist. Celui qui vous divisera, en fouillant leurs poches pendant leur inconscience. J'ai trouvé une lettre, pas pour moi. Mais pour un demi-frère inconnu. Fruit d'une autre liaison de papa. Il hériterait de tout. Y compris de ma vengeance si je les tuais. Au lieu de les achever, j'ai appelé les flics moi-même. Les accusant de tentative d'intrusion et d'incendie criminel. Ils ont été arrêtés sur place. Menottés devant le manoir fumant. Tandis que je pleurais des larmes de crocodile pour les caméras, ils m'ont abandonné si souvent. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Aujourd'hui,
Noël 2025. Je suis libre. Le manoir est restauré. Plus beau. Avec une plaque, aux ombres vengées. Maman purge 5 ans pour fraude. Papa 10 pour homicide involontaire. Le banquier suisse rouvert par mes preuves anonymes. Le demi-frère, je l'ai contacté, lui offrant une part. Mais avec une clause, il porte le nom familial. Et chaque Noël, il m'appelle. Pas par peur, mais par choix. Ai-je gagné, ou suis-je devenu le monstre qu'ils ont forgé? Dans le silence de la Loire. Je verse un verre à leur santé absente. Peut-être que le vrai enfer, c'est le pardon qu'on refuse. Ou peut-être que c'est l'oubli qu'on impose. À vous de juger. Je les ai tués ce Noël-là. Non pas avec un couteau ou un poison subtil, mais avec le silence d'un manoir verrouillé qui hurlait leurs péchés oubliés. Ma mère, cette vipère aux lèvres peintes en rouge sang, a supplié le serrurier de forcer la porte, ignorant que chaque cliquetis était un clou dans le cercueil de leur hypocrisie. Et mon père, ce fantôme bedonnant aux mains tachées d'encre et de dettes, a regardé le vide où je me tenais jadis, se demandant comment sa fille, l'agneau sacrifié, était devenu le loup qui les dévorait vifs. Paris, cette ville des lumières éternelles et des ombres voraces, m'a vu naître en 1992, dans un appartement exigu du Marais où l'odeur de croissants brûlés se mêlait aux cris de mes parents en pleine dispute conjugale. Ils étaient beaux. À l'époque. Du moins en surface, maman. Elise. Une actrice ratée aux rêves d'Olympia et aux ambitions dévorantes. Et papa. Henri. Un éditeur de romans noirs qui préférait les intrigues fictives aux siennes. Bien plus tordues. Moi. Camille. J'étais la petite ombre entre eux. Celle qui l'habillait de robes blanches immaculées pour les photos de famille destinées aux réseaux sociaux naissants. Mais qui laissait seule quand les applaudissements ou les avances venaient frapper à la porte comme des importuns bienvenus. Chaque Noël. Depuis que j'avais l'âge de comprendre le mensonge. C'était le même rituel macabre. Une comédie familiale où j'étais à la fois actrice et victime. À 5 ans, il m'avait oublié dans un café bondé près de la Seine. Parti pour une soirée improvisée avec des amis snobs du quartier latin. Ces intellectuels qui sirotaient leur absinthe en disséquant Sartre. J'avais attendu, serrant mon gant de laine rouge contre ma poitrine. Les flocons de neige fondant sur mes joues rougies par le froid et la peur grandissante. Les passants me contournaient comme un encombrement. Et ce n'est qu'à la tombée de la nuit qu'un policier compatissant, moustachu et bedonnant, m'a ramassé pour me ramener chez eux. Une erreur d'étourderie. Ma pauvre petite. Avait ri maman en m'embrassant du bout des lèvres parfumées au Chanel. Tandis que papa signait les papiers administratifs sans un mot. Ses yeux fuyant rivés sur son verre de cognac. À 10 ans, le scénario s'était raffiné en farce cruelle, un train pour la Normandie. Où il m'avait descendu par oubli de billets, à la gare de Mantes-la-Jolie au lieu de Rouen. Prétextant une confusion ferroviaire absurde. J'avais erré dans la neige qui tombait en rideaux épais. Mendiant un appel téléphonique chez un boulanger au visage buriné par les hivers normands. Son four exhalant une chaleur bienvenue contre le gel qui mordait mes doigts. Ils étaient venus me chercher à minuit passé. La voiture dérapant sur le verglas. Avec des excuses enveloppées dans du papier cadeau froissé et un ours en peluche qui puait le tabac froid. On était si pressés par le trafic. Avait minaudé maman, ajustant son écharpe de soie, ignorant les bleus sur mes poignets où j'avais agrippé la barrière de la gare. Mais ce n'était pas de l'étourderie. Non. Loin de là. C'était un calcul froid. Une façon délibérée de se débarrasser de moi pour leurs escapades adultères. Leurs dîners arrosés de champagne volés à des cocktails mondains où l'on parlait politique et philosophie comme si le monde était un salon privé. À 15 ans, j'ai surpris maman dans les bras d'un producteur aux Galeries Lafayette. Son rire perçant comme une lame de rasoir traversant les rayonnages de luxe. Elle avait relevé sa jupe Dior, indifférente aux caméras de surveillance. Pendant que papa, de son côté, collectionnait les maîtresses comme des éditions rares de Simon.
les entreposant dans des hôtels discrets de Montmartre où les murs épais étouffaient les gémissements. Moi, j'étais l'alibi parfait. La petite fille sage qu'ils exhibaient lors des repas de famille pour masquer la pourriture qui gangrenait leur union. Un vernis craquelé sous lequel suintait la trahison. Et Noël. Cette fête hypocrite de lumière factice et de mensonges sucrés au sucre glace. Était leur saison préférée pour m'enterrer vivante dans l'oubli. À 16 ans, il m'avait laissé à la gare de Lyon avec un billet aller simple pour Lyon, pour visiter ta tante. Disait-il, mais le train n'existait pas. Et j'avais passé la nuit sur un banc, écoutant les annonces monotones qui se moquaient de mon isolement. Un sans-abri m'avait offert un sandwich rassis. Son haleine aigre de vin bon marché me rappelant les dîners familiaux avortés. Il m'avait récupéré le lendemain. Feignant l'horreur. Comment as-tu pu te tromper comme ça? Camille, tu es si distraite. J'ai grandi avec ce poison lent qui rongeait mes veines jour après jour, transformant l'amour filial en une bile acide. À l'université, à la Sorbonne, au cœur du quartier latin où les platanes murmuraient des vers de Rimbaud, j'étudiais la littérature française avec une ferveur presque pathologique, dévorant Baudelaire pour exorciser les démons familiaux qui me hantaient, et Hugo pour rêver de révolution qui renverserait les tyrans domestiques. Mais les nuits solitaires dans ma chambre de Goodman, cette résidence étudiante aux murs suintants d'humidité, je rêvais de vengeance, pas une explosion théâtrale à la Balzac, mais un lent empoisonnement, un écho subtil de leur négligence qui les entrait jusqu'à la folie, les réveillant en sursaut au milieu de leur nuit coupable. À 25 ans, la roue a tourné, non par justice divine, mais par un caprice du sort. Mon oncle lointain, un collectionneur d'art excentrique mort sans enfant dans un atelier poussiéreux de Belleville, m'a légué une fortune modeste, assez pour un appartement décent dans le 11e. Pas pour un empire, mais suffisant pour semer les graines de ma revanche. J'ai investi avec une précision chirurgicale, travaillant comme ghostwriter pour des auteurs paresseux et vaniteux qui signaient mes mots sous leur nom, grimpant les échelons invisibles de l'édition parisienne. Papa, ironie cruelle du destin, m'avait formé sans le savoir à ces jeux d'ombre, me racontant ses anecdotes d'intrigues éditoriales comme des leçons déguisées. C'était en 2020, au cœur du premier confinement qui avait transformé Paris en une ville fantôme masquée, que le secret familial a éclaté comme une bulle de savon empoisonnée par l'arsenic. J'avais 28 ans, et Noël approchait à pas feutrés. Ce rituel que j'évitais désormais en prétextant des deadlines imaginaires ou des grippes opportunes. Mais cette année-là, maman m'avait appelé sur mon portable. Sa voix larmoyante et théâtrale filtrée par le réseau capricieux. Viens. Maquerie. On t'a oublié trop longtemps. On a un sapin immense cette fois. Contre toute raison, j'y étais allé, traversant les rues désertes du 7e arrondissement jusqu'à leur appartement rénové avec vue sur la tour Eiffel scintillante comme un diamant faux. Le sapin était dressé dans le salon, orné de boules en cristal taillées qui capturaient les lumières de la ville. Et sous les branches ployantes, un cadeau pour moi, une boîte élégante enveloppée de rubans noirs satinés. Lourde de promesses vides. On dînait à la lueur des bougies, foie gras truffé et Bordeaux d'un millésime exceptionnel. Quand papa, saoulé par le vin et par son propre ego, a laissé échapper la vérité comme un hoquet indécent. Camille. Tu n'es pas vraiment à nous. Tu sais. Pas du sang pur. Maman avait pâli sous son maquillage impeccable, ses ongles griffant la nappe en lin. Mais il continuait, les mots coulant comme du pus d'une plaie mal refermée. J'étais la fille illégitime d'une liaison de maman avec un amant richissime. Un banquier suisse au nom d'Éric von Brandt, mort dans un accident de voiture suspect quand j'avais 2 ans. Il m'avait gardé non par amour, mais pour l'héritage, un fonds fiduciaire minuscule, déjà dilapidé dans leurs dettes de jeux compulsifs et de luxure insatiable. Le coup de grâce, à 18 ans, quand j'avais été accusé à tort de vol dans une librairie indépendante du Marais, un coup monté par une rivale jalouse d'une bourse littéraire. C'est eux qui m'avaient laissé pourrir en garde à vue 3 jours entiers, refusant de payer la caution exorbitante. On t'a sauvé en prenant l'argent de l'héritage suisse.
Avait menti papa. Ses yeux fuyant les miens. Non, il m'avait vendu au silence du système judiciaire. Gavant l'accusation avec mes maigres économies d'étudiante pour que je porte le blâme éternel. Pendant qu'il fuyait à Cannes pour un festival de cinéma. Se prélassant sur des yachts loués à crédit. Le choc m'avait figé sur place. La fourchette suspendue en l'air. Le foie gras soudain amer sur ma langue comme de la bile. Phản bội. C'était une trahison viscérale. Un fil rouge cousu dans la chair même de mon existence. Me transformant en bouc émissaire pour leurs péchés inavouables. J'avais gâché ma jeunesse à payer pour des crimes que je n'avais pas commis. Portant le poids d'une réputation souillée comme une croix de plomb. Pendant qu'ils dansaient sur les cendres de ma confiance brisée. Sans un mot. J'ai quitté la table. La neige tombant en flocons rageurs dehors. Tapissant les toits de zinc parisiens d'un manteau blanc et froid. Sur le pont des Arts. Jurant sur les eaux sombres de la Seine gelée, cette année. Ou la prochaine. Je les enterrerai dans le tombeau de leur propre hypocrisie. Les années suivantes. J'ai ourdi mon plan dans l'ombre des bibliothèques enfumées et des cafés clandestins. Comme un roman de Dumas revisité en cauchemar personnel. Où le comte de Monte Cristo porte une robe et des escarpins loup-boutin. J'ai gravi les marches glissantes de la finance underground parisienne. Écrivant des scripts pour des films noirs indépendants qui me rapportaient des royalties grasses. Ces paiements occultes qui gonflaient mon compte en banque comme un ballon de baudruche prêt à éclater. À 30 ans, j'avais amassé un pactole respectable, pas la fortune des Rothschild, mais assez pour acheter le silence et les outils de la revanche. Mon contact clé, un notaire véreux de Lyon nommé Bertrand, aux lunettes cerclées d'or et au sourire de renard, qui m'a fait découvrir un manoir en ruine niché dans la vallée de la Loire. Un château gothique du XVIIe siècle abandonné depuis la Libération. Ses tours effritées témoignant de fantômes bien réels. Parfait pour une recluse vengeresse. Avait-il ri d'un gloussement gras, en me tendant les clés rouillées lors d'une rencontre discrète dans un bistrot lyonnais aux murs tapissés de saucisses séchées. J'ai déboursé 800 000 € cash. Négocié à la baisse grâce à des rumeurs de hantise qui décourageaient les acheteurs bourgeois. Et j'ai transformé les ombres perdues, c'était son nom, gravé sur une plaque de marbre fissurée, en une forteresse impénétrable. Des caméras cachées dans les chandeliers de bronze. Des serrures biométriques sur chaque porte. Et une crypte secrète sous la cave voûtée. Où j'ai stocké les dossiers compilés avec obsession. Photos volées de leurs amants successifs lors de séjours à Deauville. Relevés bancaires falsifiés pour documenter leurs fraudes fiscales impunies. Et la preuve ultime. Un enregistrement audio cristallin de leur confession ce Noël fatidique de 2020. Capturé via un micro miniaturisé dissimulé dans le ruban du cadeau vide que j'avais laissé comme appât. Le manoir se dressait sur une colline brumeuse près de Tours. Entouré de vignobles nus en hiver qui s'étendaient comme des veines saignantes sur la terre argileuse. J'y ai emménagé en novembre 2025. Meublant les salons au plafond à caissons de velours rouge sang et de miroirs fêlés qui renvoyaient des reflets déformés de mon visage. Plus pâle qu'un spectre. Plus acéré qu'une lame de guillotine. Avec des yeux sombres comme les abysses de la Garonne. Les domestiques? Aucun. Juste moi. Et les échos de mes pas sur les dalles de pierre polie. Ponctués par le tic-tac d'une horloge comtoise qui comptait les heures jusqu'à leur arrivée. J'ai envoyé une carte postale anodine. Postée depuis un bureau de tabac anonyme à Orléans, joyeux Noël en avance. Venez me voir si le cœur vous en dit. Adresse jointe. Sans plus. Pas de numéro de téléphone. Pas d'invitation formelle ronflante. Juste l'appât irrésistible d'une fille prodigue revenue au bercail. Ils ont mordu à l'hameçon avec une avidité prévisible. Ces requins domestiques flairant l'odeur de l'héritage. Le 24 décembre. À 18h précises, alors que le soleil se couchait tôt sur la Loire comme un œil fatigué. Leur voiture, une Peugeot 308 cabossée. Signe évident de leur revers financier récent, s'est garée devant les grilles forgées rouillées. Ornées de gargouilles grimaçantes. Mammon. Engoncé dans un manteau de fausse fourrure moutarde qui jurait avec la neige fraîche. A actionné l'interphone d'une main gantée de cuir craquelé. Sa voix stridente amplifiée par le vent mordant du Val-de-Loire. Camille, c'est maman et papa.
Ouvre. Macherie. Il neige à gros flocons. Et on gèle sur place. Papa. Tassé sur le siège passager. Marmonnait des jurons sur le chauffage défaillant de la voiture. Ses lunettes embuées trahissant son impatience. J'ai observé la scène via les écrans multiples de la salle de contrôle. Un sourire froid et calculateur étirant mes lèvres pâles. Un verre de cognac XO à la main. Son arôme boisé masquant l'odeur de cire des bougies que j'avais allumées pour l'ambiance. La porte d'entrée est ouverte. Entrez donc. Ai-je menti d'une voix suave via le haut-parleur dissimulé dans les lierres grimpants. Ils ont poussé les grilles massives, qui se sont refermées derrière eux avec un claquement métallique sinistre, verrouillage automatique activé par mon application mobile. Un petit bijou de technologie suisse ironiquement acheté sur le dark web. À l'intérieur du hall d'entrée, voûté comme une cathédrale profanée, le piège se refermait tendrement, lumière tamisée par des abat-jours en velours noir. Une cheminée crépitante diffusant une chaleur trompeuse. Et sur la table d'acajou massif, un dîner froid dressé avec une précision malveillante, d'Inde rôtie au marron, mais assaisonné d'un laxatif subtil extrait d'écorce de séné. Juste assez pour les faire parler, sans les incapaciter totalement. Ils ont appelé mon nom. Leur voix ricochant en écho lugubre dans les couloirs déserts tapissés de portraits ancestraux aux yeux accusateurs. Camille, où te caches-tu? Petite cachotière, gloussait maman, fouillant déjà les tiroirs d'un buffet Renaissance pour des indices. J'étais là, invisible aux mortels, terré dans une alcôve secrète derrière une bibliothèque pivotante, écoutant leur panique monter comme une marée noire. Maman a déniché la première lettre anonyme. Glissée dans un tiroir. Vous m'avez vendu pour 5 000 € en 2010. Lors de l'affaire du vol. Voici le reçu bancaire. Tamponné de votre banque. Papa a blêmi sous sa calvitie naissante. Reconnaissant sa signature falsifiée au bas du document. Fruit de mes nuits passées à scanner et à photoshopper avec une expertise acquise sur des forums hackers parisiens. C'est impossible. Qui a fait ça? Balbutiait-il. Sa voix chevrotante trahissant le bluff. La nuit a tourné au vinaigre avec une lenteur exquise. Comme un opéra wagnérien étiré en cauchemar. Vers minuit. Ivre non seulement de peur mais aussi du Bordeaux empoisonné d'un laxatif, juste assez pour déclencher une diarrhée verbale. Pas la mort physique. Ils ont tenté de quitter les lieux. Titubant vers la porte principale. Mais les issues étaient scellées par des verrous électromagnétiques. Les fenêtres aux vitraux épais, blindées de polycarbonate invisible. C'est une blague de mauvais goût. Camille. Sors de ta cachette. A tenté de rire nerveusement maman. Cognant du poing contre le bois massif de la porte. Ses ongles manucurés se brisant un à un. Papa. Pragmatique dans la panique. A sorti son iPhone cabossé pour appeler la police locale de Tours. Mais le signal était brouillé par un jamais high-tech que j'avais installé dans les combles, un cadeau de 2 000 € d'un marché noir à Bastille. À 2 heures du matin. Désespérés et transpirant malgré le froid qui suintait des murs de pierre. Ils ont contacté un serrurier d'urgence listé dans les pages jaunes jaunies. Venez vite. Monsieur, on est enfermé dans un manoir hanté par notre propre fille. Près de vous vrai. C'est une question de vie ou de mort. Le serrurier est arrivé à l'aube naissante du 25 décembre. Un colosse bourru nommé Raoul, originaire des faubourgs de Tours. Avec sa caisse d'outils cabossée bringue-ballant dans une fourgonnette Renault couverte de boulevartaine et son thermos de café noir fumant comme un exorcisme matinal. Il portait une salopette tachée de graisse et un bonnet de laine tricoté main. Ses mains calleuses témoignant de nuits passées à crocheter les secrets des âmes verrouillées. Maman. Échevelé et les yeux rougis par les larmes et l'insomnie. S'est jeté sur lui comme une noyée sur une bouée. Oh! Merci. Monsieur. Forcez cette maudite porte. Notre fille nous a enfermés comme des criminels. Papa. Prostré contre le mur du hall. Murmurait des prières catholiques oubliées depuis son enfance à Marseille. Invoquant Sainte Rita des causes impossibles. Raoul a inspecté la serrure principale d'un œil expert. Son pinceau de mécanicien grattant la poussière accumulée. Ignorant les gargouilles qui semblaient le toiser depuis les chapiteaux sculptés.
C'est du solide. Ça. Du 17e. Avec des ajouts modernes. Ça va prendre du temps. Et ça coûtera cher un jour férié. J'ai observé via les caméras infrarouges. Un nouveau sourire, mi-amusement, mi-fureur aux lèvres. Ajustant le thermostat pour que la chaleur monte imperceptiblement. Transformant le manoir en sauna subtil. J'avais payé Raoul grassement la veille. Via un virement anonyme, 5 000 € pour son silence et son spectacle. Avec instruction de traîner les choses. De faire craquer chaque boulon comme un os brisé. Tandis que le métal gémissait sous les assauts de la perceuse. Maman hurlait des promesses creuses dans le vide. Sa voix se brisant sur les murs tapissés de soie fanée. « Camille, pardonne-nous. Mapuche, on t'aime plus que tout. » C'étaient des erreurs de jeunesse. Papa, Regagnant un semblante de dignité. tentait la négociation avec l'air. « Laisse-nous sortir. Et on te donne la moitié de l'appartement parisien. On efface tout. » J'ai émergé alors de l'ombre de l'escalier en spirale. Une silhouette noire et impériale dans une robe de velours pourpre flottant comme une cape de bourreau révolutionnaire. Mes cheveux noirs cascadant en vagues indomptées sur mes épaules. Bienvenue dans mon domaine. Cher's parents. Ai-je articulé d'une voix calme comme les eaux dormantes de la Loire avant la crue. Descendant les marches de marbre veinées avec la grâce d'une duchesse vengeuse. Ils se sont jetés à mes pieds dans une pantomime pathétique. Larmes et morves souillant le tapis persan. Implorant le pardon avec des mots qui sonnaient faux comme des pièces contrefaites. Mais j'ai sorti les dossiers de cuir noir. Les preuves étalées sur le marbre froid du hall comme un banquet de vérité empoisonnées. Leurs adultères documentés en photos haute définition prises par un détective privé de Pigalle. Les fraudes fiscales avec tampons officiels photocopiés. Et le clou du spectacle. L'enregistrement audio diffusé via un haut-parleur portable. Leurs confessions de 2020 crachotant dans l'air, ont à garder pour l'argent. Camille. Et pour le vol. C'était plus simple que tu paies. Le choc les a statufiés. Maman portant une main à sa gorge comme une diva d'opéra mourante. Papa s'effondrant en sanglots baveux. Raoul. Feignant l'indifférence. Continuait son travail. Mais ses yeux trahissaient la fascination. J'avais glissé un contrat de confidentialité dans sa poche. Avec bonus pour les détails croustillants qu'il me rapporterait plus tard. Vous m'avez trahi au plus profond. Ai-je murmuré. Ma voix un fil de soie tranchante. Pas juste en m'oubliant chaque Noël, mais en me forgeant comme un bouclier pour vos crimes. L'héritage suisse, vous l'avez saboté pour que je reste enchaîné. Maman a rampé plus près. Ses genoux écorchés sur la pierre. Jurant sur la Bible familiale qu'elle n'avait jamais ouverte. C'était pour ton bien. Ma chérie. Tu étais si fragile. Si dependante. On t'a protégé des scandales. Papa. Relevant la tête. A tenté la contre-attaque. Et toi? Maintenant, tu nous tortures comme une sadique. Laisse-nous partir. Et on oublie tout. La moitié du manoir. C'est une offre généreuse. J.I.R. Un son rauque et guttural qui a fait trembler les lustres en cristal au-dessus de nos têtes. Envoyant des prismes de lumière danser comme des éclats de verre brisé. Générosa, vous m'avez volé mon enfance. Ma réputation. Ma liberté. Ce manoir est mon Monte Cristo. Et vous en êtes les abbés Faria enterrés vivants. Raoul a enfin forcé la serrure avec un craquement final. La porte s'ouvrant sur le jour blafard de Noël. Mais je l'ai refermée d'un geste de la télécommande. Verrouillant à nouveau. Pas encore. Descendez à la crypte. Il y a un film à voir. Ils ont obéi. Traînés par la peur. Descendant les escaliers en colimaçon humide où l'odeur de moisi se mêlait à celle de la terre mouillée. Là, dans la crypte aux voûtes gothiques suintantes. J'avais installé un projecteur vintage diffusant leur vie en boucle, amants. Mensonges. Et le pire, des documents exhumés montrant que l'accusation de vol de 2010 n'était pas un hasard. C'était eux. Payant la rivale 2000 € pour me salir délibérément. Afin de me garder sous leur coupe morale. M'empêchant de réclamer l'héritage complet du banquier Von Brandt. Qui incluait des millions gelés en Suisse.
libérable à ma majorité si je prouvais mon innocence. La rage m'a submergé alors. Un torrent noir des visques montant de mes entrailles, me faisant trembler comme une feuille dans la tempête loiraine. Vous m'avez vendu 2 fois. Ai-je craché, sortant une cartouche de gaz soporifique, un aérosol discret issu d'un labo clandestin de Marseille. Inodore et efficace. Un pskit. Et ils s'effondrèrent, attachés à des chaises gothiques aux accoudoirs cloutés, leurs corps mous comme des marionnettes sectionnées. Quand ils se sont réveillés, groggy et nauséeux, le manoir était en feu, pas un brasier total et suicidaire, mais des flammes contrôlées allumées dans les cheminées adjacentes via un système à distance, bloquant les sorties supérieures. La fumée âcre portant des messages subliminaux via des haut-parleurs cachés dans les murs, vous m'avez brûlé vive chaque Noël avec votre indifférence. Sentez maintenant la chaleur de la vérité. Ils ont supplié dans la crypte enfumée, alternant entre regrets larmoyants et accusations venimeuses. Leurs voix se chevauchant comme un duo d'opéra tragique mal répété. Mammon. Les cheveux collés par la sueur. Cracher sa bile. Tu es comme nous. Camille. Une menteuse née. Une manipulatrice. Regarde ce que tu nous fais, c'est du meurtre. Papa. Les liens mordant ses poignets pâles. Tentait la negociación desesperée. Sa voix rauque de fumée. Laisse-nous partir. Et on te donne tout, l'appartement. Les bijoux de ta grand-mère. Même le contact suisse pour l'héritage. On peut recommencer. En famille. J'ai arpenté la crypte comme un spectre vengeur. Le velours de ma robe frôlant les tombes vides creusées dans les murs. Inhalant l'odeur âcre du bois qui craque au-dessus. Hésitation? Oh. Oui. Ce moment suspendu où le lecteur, vous, cher fantôme invisible, devriez hésiter avec moi. Choisir un camp dans cette arène morale glissante. Les laisser vivre. Brisés mais libres de hanter les tribunaux parisiens avec leurs avocats véreux, ou les consumeurs dans leur propre enfer personnel. Un bûcher intime pour expier des décennies de trahison, les flammes léchaient les portes scellées, projetant des ombres dansantes sur leurs visages tordus. Et maman a craqué la première. Avouant un secret plus sombre que la nuit loiraine, le banquier Éric von Brandt n'était pas mort dans un accident banal de voiture sur les routes enneigées des Alpes suisses. C'était papa qui l'avait poussé du balcon d'un chalet luxueux à Gstad. Un soir d'ivresse et de jalousie. Pour s'approprier l'argent et effacer la trace de cette liaison qui menaçait leur façade conjugale. Et elle, Elise. avait couvert le crime, falsifiant les témoignages, me gardant comme bouclier humain innocent, la fille orpheline qui témoignerait naïvement de leur innocence lors des enquêtes proliminaires. Ce révélation m'a frappé comme un coup de poignard dans les côtes. Le monde se rétrécissant à la lueur orangée des flammes et au goutte à goutte de l'humidité sur les pierres. J'étais non seulement le bouc émissaire, mais le pion dans un échiquier macabre de meurtre et de mensonges. Élevé dans le mensonge pour protéger des assassins. Vous m'avez forgé dans le sang. Ai-je murmuré, les larmes rares, amères, coulant enfin sur mes joues. Mélange de fureur et de deuil pour l'enfance volée. Au lieu de les achever sur le champ, j'ai activé le système d'aération, chassant la fumée juste assez pour qu'ils respirent, prolongeant l'agonie morale. Dites-moi tout. Chaque détail. Où les pompiers trouveront 2 corps carbonisés avec des aveux gravés dans la chair. Ils ont parlé. Oh comme ils ont parlé. Pas à pas. Brisé. À confesser les nuits d'insomnie hantées par le fantôme d'Éric. Les cauchemars où le banquier revenait le hanter avec des yeux vitreux de noyer alpin. Maman a détaillé les pots de vin versés à des flics suisses corrompus. Les nuits passées à truquer les freins de la voiture pour simuler l'accident. Et le vol de 2010 ? Un complot ourdi pour me discréditer aux yeux des notaires suisses. M'empêchant de prouver ma filiation légitime et de débloquer les millions gelés. Une fortune qui aurait pu les ruiner en réparation morale. Chaque mot était un clou dans leur cercueil verbal. Enregistré en stéréo pour les tribunaux futurs. Les pompiers de Tours sont arrivés en sirène hurlante. Alertés par un appel anonyme depuis un burner phone que j'avais jeté dans la Loire. Incendie au manoir Les Ombres Perdues. Avec intrus suspect.
Ils ont fracassé les portes secondaires. Leur lance d'eau arrosant les flammes comme un baptême forcé. Tandis que je m'éclipsais par un passage secret vers les vignobles. Robe trempée, mais esprit clair. Maman et papa ont été traînés dehors. Noircis par la suie. Toussant des aveux entrecoupés de hoquets. Leur corps secoué par la peur viscérale. Raoul le serrurier. Fidèle à son contrat. A témoigné pour moi, ils ont forcé l'entrée. Madam. J'ai été appelé pour les sortir d'un piège qu'ils avaient tendu eux-mêmes. La presse locale a titré le lendemain. Drame familial dans un manoir hanté, parents accusés d'intrusion et d'incendie criminel. J'ai accordé une interview larmoyante à un journaliste de la Nouvelle République. Feignant l'effroi, ils m'ont abandonné si souvent à Noël. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu me détruire cette fois. Les rumeurs ont enflé comme une levure maléfique, adultère, dette, et pire. Des fuites anonymes, les miennes, sur le meurtre suisse, ont rouvert l'enquête gelée depuis 1994. Interpol a débarqué à Orly. Manats Preets. Mais le chaos trao n'était pas fini. Fouillant leurs poches pendant leur inconscience gazeuse. J'avais trouvé une lettre froissée, pas pour moi, mais adressée à un certain Lucas, né en 2005 d'une liaison de papa avec une galeriste de Nice. Il était l'héritier caché. Celui qui hériterait de tout, l'appartement, les dettes, et potentiellement ma vengeance si je franchissais la ligne rouge du meurtre. Au lieu de les consumeurs, j'ai appelé les gendarmes moi-même depuis la cave. Voix tremblante, au secours. Mes parents ont pété les plombs. Ils ont mis le feu. Ils ont été arrêtés sur place. Menottés devant le manoir fumant sous les flashs des photographes de presse. Tandis que je pleurais des larmes de crocodile parfaitement dosées pour les caméras de télévision nationale. Aujourd'hui, Noël 2025 s'achève sur une note aigre-douce. Le manoir Les Ombres Perdues restauré à neuf par des artisans turcs discrets. Plus beau qu'avant avec ses fresques repeintes et ses vitraux reconstitués scintillant sous la lune gibbeuse. Une plaque de bronze poli orne désormais l'entrée, aux ombres vengées, pour les filles oubliées. Maman purge 5 ans à la prison de Fleury-Mérogis pour fraude aggravée et complicité de fausses déclarations. Son teint autrefois porcelané fané par les néons crus des cellules. Papa. 10 ans ferme à Clairvaux pour homicide involontaire. L'affaire Von Brandt ouverte par mes preuves anonymes expédiées à Berne via un avocat intermédiaire. Passe ses jours à broder des napperons en guise de thérapie. Hanté par des cauchemars alpins. Le demi-frère. Lucas. 20 ans. Étudiant en art à la Villa Médicis à Rome. M'a contacté après l'arrestation. Sa voix timide filtrée par Zoom. Je ne savais rien. Papa m'a caché à toi comme à eux. Je lui ai offert une part du manoir, une aile ouest avec vue sur les vignes. Mais avec une clause diabolique, il porte le nom familial. Et chaque Noël, il m'appelle. Non par peur servile, mais par choix délibéré. Pour partager un dîner virtuel de bûches et de confessions. Il a accepté. Intrigué par cette sœur fantôme sortie des brumes loiraines. Et nos conversations nocturnes tissent un fil fragile de rédemption possible. Ai-je gagné cette guerre intime, ou suis-je devenu le monstre qu'ils ont forgé dans le creuset de leur négligence? Un miroir déformant de leur hypocrisie, les tribunaux ont tranché en ma faveur, innocence totale. Avec dommages et intérêts substantiels. Incluant les millions suisses débloqués après l'expertise ADN. Paris m'a rappelé en héroïne tragique. Des articles dans Le Monde me dépeignant comme la fille revenue des enfers familiaux. Mais dans le silence de la Loire. Quand le vent hurle entre les tours. Je verse un verre de Sancerre à leur santé absente. Toast ironique au verre vide. Le vrai enfer. Peut-être. N'est pas la prison de béton. Mais le pardon qu'on refuse obstinément. Ou l'oubli qu'on impose comme une malédiction éternelle. Maman m'écrit des lettres parfumées à la lavande. Suppliant une visite. Viens. Ma Camille. On peut guérir ensemble. Papa griffonne des poèmes ratés sur des cartes postales. Invoquant Verlaine pour absoudre ses péchés. Je les brûle dans la cheminée. Cendre dans le vent. Mais garde une braise. Et si, un jour, Yerpondais. à vous,
Lecteur. De juger ce twist final, rédemption ou damnation éternelle. Dans ce manoir. Les portes se verrouillent encore. Mais le cœur. Ah. Le cœur reste une serrure capricieuse.